Nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui s'investissent publiquement dans le monde du transport. Ils l'ont vu changer, évoluer, se transformer et ils vont nous partager leurs visions et leurs engagements. Bienvenue dans Regard sur le transport, un podcast Volvo Trucks France. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard sur le transport qui est consacré aujourd'hui à l'électromobilité, un secteur qui se développe et qui gagne du terrain chez les transporteurs. Alors si passer à l'électrique, eh bien cela implique un grand changement. Dans cet épisode, eh bien on va revenir sur toutes les étapes incontournables du passage à l'électromobilité chez un transporteur, toutes les questions également qu'elle soulève et nous répondrons aux idées reçues en matière d'électromobilité. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné par deux invités aujourd'hui. Brune Lottier, qui est chargée de relations institutionnelles mobilité lourde à l'AVER, AVER France, Association nationale pour le développement et la mobilité électrique, et Victor Bioret, directeur général et commercial des transports Pêche, qui est propriété du groupe Bioret, transporteur pionnier de l'électromobilité en France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Regard sur le transport. Pour démarrer cet épisode, eh bien, je vous propose de faire un peu mieux connaissance avec nos invités. On va commencer avec vous, Brune. Brune Lottier de l'AVER. On peut planter un petit peu le décor de ce qu'est l'AVER et son rôle en France, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, l'AVER France, c'est une association nationale qui représente l'électromobilité en France. Et donc, on fonctionne classiquement comme une fédération professionnelle avec des adhésions d'entreprises en grande majorité, mais ça peut aussi être des associations qui ont un intérêt dans la mobilité électrique. Donc, nous, les adhérents qu'on représente, c'est un très large panel d'entreprises, d'associations et de collectivités territoriales, par exemple. On a des constructeurs de véhicules, des constructeurs de bornes, des installateurs de bornes, opérateurs de bornes. On a aussi des banques qui, font du leasing ou ce genre de choses. On a des énergéticiens très intéressés dans la mobilité électrique. Voilà, tout plein d'entreprises et de secteurs qui ont un intérêt dans la mobilité électrique, mais aussi des associations comme les nôtres qui, elles aussi, ont intérêt à se renseigner, comme notamment des fédérations de transporteurs. On a l'OTRE qui, par exemple, est adhérente de l'AVER. Donc c'est très intéressant d'avoir le point de vue des transporteurs au sein de l'asso. Souvent, ils apportent un point de vue intéressant. Alors justement, en tant que transporteur, Victor Bioret, vous connaissiez l'AVER ? Par le biais des subventions à devenir, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais pas en détail, on va dire. Pas en détail, mais donc les subventions, c'est une partie que vous pilotez à l'AVER ? Tout à fait. Alors, il y a le programme à devenir qui, en effet, est plus connu que notre fédération professionnelle. Le programme à devenir, c'est un programme C2E, donc certificat d'économie d'énergie. Donc, en fait, c'est des subventions qui viennent des obligés. Les obligés, c'est les énergéticiens, les personnes qui mettent en marché de l'énergie. Qui doivent justifier auprès de l'Europe d'avoir fait faire à leurs clients des économies d'énergie, et ils se justifient en montrant des certificats d'économie d'énergie. Donc nous, on pilote le programme à devenir qui finance des bornes de recharge, notamment au dépôt des transporteurs, via ces C2E-là. Voilà, donc ça, on aura l'occasion d'en parler parce que dans votre projet électromobilité, Victor Bioret, vous avez fait appel à des subventions. Parce que le projet, évidemment, a été pris dans sa globalité, aussi bien sur la partie transport électrique que recharge. C'est ça. Alors, peut-être poser aussi, avant de parler de votre groupe, Victor Bioret, un état des lieux du marché de l'électromobilité en France, notamment sur la partie poids lourd. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, fin 2025 ? Comment ça se passe ? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Pas très loin. La mobilité lourde électrique est assez récente. On a commencé, je crois que le premier camion électrique a été vendu en 2020. Donc, c'est quand même, il y a 5 ans de retour d'expérience derrière nous. Aujourd'hui, sur un parc de un peu plus de 600 000 poids lourds en tout, il y a à peu près un peu plus de 2100 camions électriques, oui. Et les immatriculations, là, à octobre 2025, représentent 1,9% des immatriculations, contre 1,2 l'an passé. Donc, c'est une petite évolution sur la même période, mais voilà, ça reste 1,9%. C'est pas encore... la pente est ascendante, mais n'est pas fulgurante. Voilà. Et concernant les bornes de recharge, parce que ça va souvent avec ? Ouais. Alors, concernant les bornes de recharge, il y a
actuellement 199 stations qui sont dédiées poids lourds ouvertes au public. À côté de ça, il y a 158 stations qui sont des stations pas forcément uniquement poids lourds, mais qui sont accessibles pour ces types de véhicules, donc qui ont la taille, etc., qui peut accueillir un poids lourd. Et on a à la connaissance 133 projets de stations pour poids lourds. Donc le maillage se dessine, il commence à être satisfaisant. Et en plus de ça, les projets grandissent et sont très intéressants. On a de plus en plus de recharges ultra rapides, etc. Victor Bioret, pourquoi est-ce qu'on peut vous appeler, on peut dire que le groupe que vous représentez aujourd'hui, le groupe de transport, est pionnier en matière d'électromobilité ? Déjà, le premier argument, je dirais que c'est le nombre de véhicules électriques qu'on a sur notre parc, qui se porte à 16 et bientôt 17 d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Et donc nous, en gros, c'est un virage qu'on a pris il y a quelques années déjà, et à peu près au démarrage des premiers véhicules qui avaient déjà des performances, on va dire, qui pouvaient correspondre à des contraintes d'exploitation qu'on pouvait avoir. Donc vous avez fait le choix de basculer votre flotte en tout cas d'être acteur dans la transition énergétique de votre flotte de camions ? Nous, c'est un vrai virage qu'on a pris dans notre stratégie, notamment dans notre politique RSE. C'est la mobilité électrique et sur un métier qui est pas forcément la longue distance, c'est pas forcément naturel d'imaginer de la longue distance en électrique. Donc c'est aujourd'hui une vraie stratégie, une vraie opinion, une vraie politique RSE qu'on essaie de mener via la mobilité électrique lourde. Alors votre groupe aujourd'hui, quelle est sa spécialité ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le groupe Bioret ? Nous, dans le métier, on est ce qu'on peut appeler un tractionnaire, c'est-à-dire qu'on réalise des liaisons régulières entre les agences de grands groupes de messagerie et express. Donc globalement, on réalise le même trajet du lundi au vendredi aux mêmes horaires. Et donc voilà, pour des grands groupes de messagerie, comme j'ai dit. Et vous avez combien de camions ? Vous êtes basé où en France ? On est un petit peu partout en France, de Nantes à Marseille, en passant par Toulouse et Paris. Donc je dessine pas forcément la géographie de manière très logique, mais en gros on est un peu partout. On a 550 moteurs, un peu plus de 550 moteurs pour environ 1100-1200 cartes grises. Et donc voilà, comme je l'ai dit, on est à Nantes, à Paris, Toulouse, Avignon et répartis sur 6 sites différents. Aujourd'hui, un transporteur comme le groupe Bioret a des obligations en matière et surtout des réglementations respectées en matière d'électromobilité, de décarbonation ? Eh bien, pas vraiment. Les transporteurs n'ont pas forcément d'épée de Damoclès comme peuvent avoir les constructeurs de véhicules. Sur le poids lourd, la charge de la décarbonation, pour l'instant, au niveau européen et au niveau de la réglementation, pèse en grande majorité sur les constructeurs. C'est eux qui ont l'obligation de mettre en marché et donc de vendre des véhicules à très faible émission ou faible émission, dans le but de pouvoir justifier, grâce à la calculette Vecto, donc c'est un terme un peu technique, mais c'est une calculette européenne qui permet de mesurer les émissions de CO2 des véhicules mis en marché par les constructeurs. Et en fonction des résultats de cette calculette, ils ont des malus. Des malus qui sont qui peuvent être conséquences en fonction de s'ils sont très loin de l'objectif ou pas. Et donc, pour l'instant, la décarbonation du transport lourd ne pèse que très majoritairement sur eux. Les seuls obligés qui peuvent avoir quand même des contraintes, ça va être plutôt les chargeurs, je dirais, avec les réglementations européennes comme la CSRD ou des normes RSE, etc., qui peuvent demander aux transporteurs d'avoir un transport décarboné pour leur publication annuelle de
de compliance. De votre côté, est-ce qu'il y avait des craintes avant de vous lancer, des idées reçues en particulier donc je pense à vous de votre côté, Victor Bioret, avant de vous lancer dans l'électromobilité, de vous dire on achète des camions électriques. Est-ce qu'il y avait des peurs? Est-ce qu'il y avait un risque aussi de votre côté à le faire? Nous, en gros, quand on a commencé nos projets électriques, on sortait d'expériences dans le gaz, où après, en gros, en post-guerre Ukraine-Russie, on a eu des variations du prix du gaz qui ont fait que ça remet en doute certains projets potentiels de transition sur des nouvelles énergies. Pas forcément seulement sur l'électrique, mais forcément, en gros, quand on entame un projet sur l'électrique, en mobilité électrique, naturellement, on se dit est-ce que le coût de mon électricité que je vais acheter, est-ce que je vais avoir de la visibilité sur les années à venir, est-ce que quand je vais contractualiser un contrat d'énergie, par exemple, combien de temps ça va durer, est-ce qu'il sera aussi avantageux cette année que l'année prochaine? Voilà, c'est tous ces sujets-là, globalement, sur la première approche financière, qui peuvent être de réels freins. Et c'est quelque chose que vous entendez souvent, Brune? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Après, là où c'est très positif, c'est que pour l'électrique, les contrats sont souvent assez longs. Quand on contractualise avec les énergéticiens, fournisseurs d'électricité, souvent c'est des contrats à 5 ans. Donc on peut assurer, garantir le coût de sa recharge sur 5 ans, ce qui n'est pas possible avec les autres carburants fossiles et carburants alternatifs. Le fait de pouvoir négocier son contrat avec EDF, par exemple, assure vraiment la pérennité de son exploitation sur 5, 4 ou 6 ans selon le contrat. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, en France, on a vraiment cette chance que l'électricité n'est pas très chère et très décarbonée. En Europe, c'est pas le cas partout. C'est vraiment le cas spécifique en France. L'électromobilité en France fait encore plus sens que dans certains autres pays, même si elle fait sens partout. En France, c'est tout particulier. Mais même si elle fait sens, est-ce qu'il y a encore des freins aujourd'hui qu'il faut lever chez les transporteurs? Donc vous avez évoqué la notion finalement de technologie. On ne sait pas si on pourra aussi garantir le tarif de l'électricité pour pouvoir recharger nos camions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent poser problème aujourd'hui dans l'état d'esprit et dans la façon de penser des transporteurs? Oui, tout à fait. Je pense que l'un des freins principaux, ça reste la peur des transporteurs, qui se comprend tout à fait. Au changement, l'électrique, ça entraîne un changement au niveau de l'opérationnel, ce qui n'est pas forcément le cas des autres carburants alternatifs. Donc, c'est-à-dire un changement dans l'opérationnel? Eh bien, il va falloir peut-être plus s'intéresser à son trajet, à ses arrêts, à comment on va faire son shift, c'est pas ça le terme, mais... Vous pouvez peut-être, je pense, filer un coup de main à Brune, parce que vous êtes bien placé pour le savoir, Victor Bioret, mais est-ce que, voilà, il y a l'impact finalement de l'électrique, c'est aussi ce que vient de dire Brune, dans comment est-ce qu'au quotidien, on réaménage finalement notre façon de faire? Ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, justement, ces arguments-là de modification d'exploitation, dans notre métier, là, dans la traction régulière, c'est vrai qu'on n'est pas sur des systèmes de tournée. Nous, en amont, je sais exactement combien, à 10 km près, combien mon conducteur il va faire chaque jour. Et donc l'électromobilité, les réflexions qu'on peut avoir sur les montages qu'on peut faire, ça matche très bien avec l'électrique, dans le sens où j'ai pas d'imprévu. On n'est pas censé avoir d'imprévu sur les kilomètres qu'on va parcourir. Et donc, les sujets type là où on va charger, comment on va organiser notre exploitation, sur notre métier, c'est bien plus simple que dans d'autres, où il peut y avoir des kilomètres un peu variables sur les tournées, et notamment sur l'aspect poids, où globalement, c'est à peu près le poids qu'on va transporter tous les jours. Donc c'est des contraintes qui correspondent bien à l'électrique. Donc c'est l'organisation finalement, le maître mot derrière tout ça. Comment on peut rassurer finalement les transporteurs qui ne sont pas convaincus encore de l'électrique? Ce qui est très rassurant, c'est notamment les constructeurs. Les constructeurs, ils sont vraiment pro-électromobilité.
ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, sur les véhicules légers. Sur les véhicules légers, c'est plus compliqué. Les constructeurs sont un peu plus frileux. Sur le véhicule lourd, je pense que les constructeurs européens, en tout cas, ont vu l'intérêt de la mobilité électrique et donc ont adapté leur chaîne de production, ont adapté leur production de véhicules vraiment à déployer la mobilité électrique à grande échelle. Et en plus de ça, les constructeurs ont vraiment un lien privilégié avec les transporteurs. Souvent, un transporteur, il a sa marque, il aime ses camions, et du coup, il a un lien avec les commerciaux de leur marque qui est bien. Ils vont être conseillés, ils vont être accompagnés vraiment dans le changement. Et donc, ils ont une vraie vision de ce dont le marché a besoin. Et aujourd'hui, il y a des communications des constructeurs qui disent que 85% des missions peuvent être adressées en électrique, mais le constructeur n'adressera pas un véhicule électrique sur un point où il a un doute. Parce qu'il veut convertir un peu le transport à l'électrique, donc il va d'abord adresser ces véhicules électriques sur des branches qui sont électrifiables et où ce sera simple et où ça va conforter le transporteur dans son envie de passer à l'électrique. Ce sera compatible, quoi. Ce sera compatible, ouais, c'est exactement ça. Et de votre côté, Victor Bioret, comment est-ce que vous avez compris que votre métier était compatible avec l'électromobilité ? Est-ce qu'il y a eu un déclic au sein de votre groupe ? Pour moi, en tout cas sur la mobilité lourde, l'électrique a encore plus de sens parce que notre contrainte première en exploitation, mais pas forcément seulement sur mon métier, ça reste la RSE, mais au sens notre RSE quotidienne, la réglementation sociale européenne, où on a des obligations en termes de temps de conduite et il y a une distance que ne peut pas parcourir mon conducteur en l'espace de 4h30 de temps de conduite. Et donc sur les premiers véhicules électriques qu'on a réceptionnés, l'autonomie n'était pas forcément suffisante pour que ce soit la contrainte première, ça restait l'autonomie du véhicule. Mais demain ou même dans les prochaines années, la contrainte première redeviendra, à mon sens, la RSE, qui est liée au temps de conduite, si le réseau de charge est suffisamment dense et si globalement on a un réseau de charge, que ce soit externe ou que ce soit au dépôt, suffisamment dense. Et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a finalement permis que le groupe passe à l'action en matière d'électromobilité ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'acheter des camions électriques, tout simplement ? Moi, je suis arrivé au sein du groupe Bioré en début 2023 avec la casquette de chef de projet RSE. On était challengé que ce soit par nos clients, mais également par nos partenaires financiers sur le développement de notre politique RSE. Et donc, naturellement, un peu novice, on va dire, en début 2023, je me suis posé pas mal de questions, et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on pouvait générer, où est-ce qu'il y avait le plus de travail, dans l'idée, en gros, de d'abord mener des actions efficaces et des réflexions qui font sens à nos clients et à nos partenaires financiers. Et donc, voilà, on va dire... Notre réflexion sur la mobilité électrique, elle est née un petit peu à ce moment-là. Et quelques mois après, on a eu une proposition de Volvo pour faire des tests sur un tracteur électrique en Ile-de-France. En parallèle, on avait aussi également une demande de notre client DHL Express qui, avec notre interlocuteur, qui était relativement curieux de cette nouvelle technologie. Et donc, on a réalisé un test en Ile-de-France pour leur compte, qui s'est avéré concluant, voire un peu trop concluant, dans le sens où on a terminé la tournée avec encore 40% de charge. Donc on s'est limite dit qu'on manquait un peu d'ambition. Et donc de là est arrivé plusieurs échanges avec notre client. Et aujourd'hui, on réalise pour leur compte toutes les liaisons entre Lyon et Marseille. Donc on fait 4 allers-retours entre Lyon et Marseille en électrique. Ouais. Vous avez pris je vais pas dire le problème, mais le projet. Vous avez pris le projet par quel côté ? Est-ce que c'était de se dire on veut répondre à ce que nos clients veulent, à notre problématique RSE, mais derrière il faut que tout le schéma de l'entreprise soit finalement adapté à l'électrique. Comment est-ce que vous avez converti l'intégralité du fonctionnement de l'entreprise à l'électrique ? Par quel bout vous êtes parti ?
Bon, il y a eu plusieurs axes de réflexion, je dirais. On a déjà essayé de regarder un petit peu au niveau de notre groupe des liaisons qui pouvaient être compatibles, ce qu'on vient de dire, mais en gros, voilà, des liaisons qu'on effectuait déjà en thermique qui pouvaient être compatibles en électrique. Après, le choix, nous, s'est porté sur ces liaisons-là entre Lyon et Marseille, principalement aussi parce que les transports TER, on est basé à Courthézon, dans le Vaucluse. C'est aujourd'hui notre plus grosse société et on a un service on a 2 formateurs au sein de nos équipes chez TER, 4 formateurs au niveau du groupe, mais 2 formateurs au niveau de TER, et donc des formateurs qui étaient relativement curieux aussi pour nous accompagner et nous suivre dans ce projet-là. Aujourd'hui, on a un formateur, Corentin, qui est spécialisé sur la mobilité électrique lourde et qui est notre interlocuteur unique, enfin qui est l'interlocuteur unique de nos fournisseurs de recharge, que ce soit auto-recharge pour notre station de charge, mais également on travaille avec Bump à Bron. Donc voilà, en gros c'est un peu ce projet-là, que ce soit au niveau des équipes, on avait les équipes pour nous suivre dans ce projet-là, et notre client DHL Express, qui était aussi demandeur d'électrifier ces liaisons-là. Brune Lottier, quand un transporteur s'engage dans ce process d'électromobilité, ça représente pour lui des investissements qui sont importants. De quoi on parle en fait exactement comme investissement ? Alors, contrairement à un véhicule thermique, quand on s'engage dans l'électromobilité, on va devoir investir dans le véhicule, dans la station de charge, la borne de recharge associée, et potentiellement aussi dans de la formation pour ses équipes. Donc c'est quand même un investissement certain, parce que les véhicules vont avoir tendance à coûter presque 3 fois le prix d'un véhicule thermique équivalent, parce que la station de charge, c'est aussi un coût en plus qui peut être... Alors, la borne, c'est pas vraiment ce qui va coûter cher, ça va être le raccordement. Le raccordement au réseau, ou faire venir un peu plus de capacité, ça a un coût certain. Et enfin, la formation, c'est de la formation, ça prend du temps humain et ça peut coûter de l'argent. Mais voilà, c'est les 3 postes à avoir en tête quand on électrifie sa flotte. Mais du coup, et ça c'est notre travail, c'est d'essayer de lever le frein financier et de proposer des aides. Donc, alors, on a le programme Advenir dont je vous ai parlé plus tôt, mais on a aussi, en tant que fédération professionnelle, le devoir d'essayer de obtenir des subventions publiques, d'avoir un soutien des pouvoirs publics sur la mobilité électrique, déjà pour envoyer un signal. Si les pouvoirs publics soutiennent la mobilité électrique, ça veut dire que c'est le chemin à suivre. Donc, c'est pour ça qu'on est si attaché à avoir des aides publiques. Bon, en ce moment, les robinets sont un peu fermés, donc c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même un soutien public via les C2E. Donc, alors, je vais revenir sur les 2 subventions qui existent en termes de C2E. Il y a le programme Advenir, comme je vous le disais, qui subventionne l'installation de bornes, alors au dépôt chez les transporteurs, mais aussi depuis peu les stations semi-ouvertes et ouvertes au public dans les zones logistiques. Donc ça, c'est vraiment à destination du transport de marchandises, ces 2 subventions-là. Et elles aident à la fois l'achat de la borne, mais aussi les coûts de raccordement. Qui sont importants. Qui sont très importants. C'est la plupart de l'argent distribué par Advenir, c'est souvent sur ces frais-là. Il y a du génie civil, il y a du raccordement, il y a des gros câbles, ça coûte cher. Donc voilà, et après, il y a ce qu'on appelle les fiches standardisées, qui sont aussi qui sont financées par les C2E, et elles concernent les véhicules. Elles ont été mises en place au 1er janvier 2025, là, et elles subventionnent l'achat de véhicules. Donc, ces fiches-là, elles sont présentes sur le bus, les autocars, les camions, même les véhicules légers, et elles donnent un montant forfaitaire que chacun peut demander à l'acquisition de son véhicule.
Ces fiches-là, maintenant, elles sont abondées par les C2E et elles sont venues pallier à la fin de programmes de subvention publiques qui étaient les appels à projets qui étaient en 2022-2023 organisés par l'ADEME. Et en 2024, il y avait eu un programme ADEME toujours, mais subventionné déjà par les C2E. Donc en fait, c'était des programmes de subvention, des appels à projets qui subventionnaient les camions via de l'argent public. Et les montants étaient très intéressants. En revanche, il y avait beaucoup de reporting à faire suite à cette demande pour justifier... C'était chronophage. C'était un peu chronophage, mais ça donnait un retour d'expérience, ça donnait de la donnée. Ce qui est très intéressant, la donnée, c'est un peu ce qui nous manque. Là, comme je l'ai dit, il n'y a que 2000 camions. Donc, le retour d'expérience est assez limité, finalement. Donc, les retours qu'on a sont très positifs, mais pas très vocaux. Et du coup, c'est bien d'avoir des transporteurs qui disent « nous, on y est passé ». Et ça fait tout à fait sens. On est content et c'est bien. Parce que les retours d'expérience vont convaincre sûrement mieux que nous qui en parlons alors qu'on ne travaille pas dedans. Et vous avez fait appel, vous nous l'avez dit en début d'épisode, appel à des subventions, appel à certains financements. Alors, quels étaient ces financements ? Mais est-ce que ça a été facile à mettre en œuvre ? Le premier financement, c'était dans le cadre de l'appel à projet 2023 pour la première commande des 10 tracteurs électriques. Relativement chronophage et en somme relativement complexe pour des structures comme les nôtres qui sont pas forcément très bien staffées, je dirais, sur ces sujets-là. Nous, on a été accompagnés, que ce soit par le constructeur et par le fournisseur de bornes de recharge. Donc à ce niveau-là, au démarrage, les contraintes étaient un peu moindres. Après, c'est vrai que là, en gros, chaque année, je dois télécharger des rapports d'exploitation et où là, globalement, c'est à nous de trouver les solutions pour rédiger ces rapports d'exploitation. Dans la logique, moi, j'ai aucun problème à justifier les subventions qu'on a obtenues, donc ça me pose pas trop de problèmes. Mais après, c'est sûr que sur des structures un tout petit peu plus petites que les nôtres, nous, on est un peu plus de 700 collaborateurs, donc au niveau de l'organisation, c'est gérable. Mais honnêtement, pour des structures qui sont de taille un petit peu plus petite, en termes de nombre, je peux comprendre que ce soit relativement chargé. On a eu ensuite des subventions via les C2E e-Trans, où là, le format convenait déjà un peu mieux au niveau du volume de données, et là, prochainement, sur les formats C2E classiques. Peut-être revenir sur une donnée importante, 10 camions électriques en un mois. Ça a dû être un changement, c'est un changement déjà très rapide, express même, et ça a dû impliquer une certaine réorganisation assez intense au sein du groupe Bioré. Comment est-ce que vous avez été opérationnel dans les temps pour que ces 10 camions puissent être en fonction dans l'immédiat quand vous les avez reçus ? C'est sûr que nous, c'est un actionnariat familial, donc on a la force de pouvoir décider rapidement des investissements et des projets qu'on va mener. On a aussi l'effet inverse, c'est que si des projets n'aboutissent pas ou ne donnent pas les résultats escomptés, on peut... c'est vraiment des projets qu'on peut qualifier de stressants sur leur mise en place. Et où on se demande parfois si on a fait les bons choix. Naturellement, avec ces investissements-là, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas forcément faire machine arrière. On a eu la chance d'être relativement bien accompagné par Volvo sur cette mise en place. Mais à tous les niveaux de l'échelle, il faut être vraiment... moi, si j'ai un vrai conseil majeur à donner, c'est de vérifier réellement si on est bien accompagné. Que ce soit par des constructeurs, mais également par des fournisseurs de charges. À tous les niveaux de l'échelle, c'est très important d'être très bien accompagné. Et donc, c'est important de parler des niveaux, des niveaux finalement, des étapes qu'il y a dans le passage à l'électromobilité. Il y a la charge, il y a la formation que vous évoquiez, Brune. Vous avez dû former vos conducteurs aussi de votre côté ? On a dû former nos conducteurs, même si à ce niveau-là, l'électrique a un avantage certain, c'est que
ça ne demande pas non plus des formations comme on a pu avoir les premières approches de politique RSE dans des sociétés de transport, notamment sur la partie traction, c'est les consommations de carburant. Donc il y a un vrai suivi et une vraie formation nécessaire sur la conduite rationnelle qu'on peut avoir avec nos conducteurs. Je dirais pas que c'est pas le cas sur l'électrique, mais en tout cas la partie formation, elle est pas forcément liée à des sujets de conduite, mais plutôt liée à des sujets de vérification. Est-ce que le tracteur il est bien en charge, parce que ça peut avoir en prise de service conducteur, ça peut avoir des effets très néfastes où le tracteur n'a pas chargé. Globalement, c'est vraiment les gros sujets qu'on peut avoir, pas forcément sur l'aspect conduite. Et donc en combien de temps vous avez été opérationnel ? En un mois ? On a été 100% opérationnel on va dire en 2 mois et demi à peu près. Ça a demandé des réaménagements sur vos sites ? L'installation de ces bandes de recharge ? On a eu quelques contraintes, parce que pas forcément liées au réaménagement de notre site, mais c'est qu'on est à proximité, nous, d'une base aérienne de Orange. Et donc, on a des pipelines qui sont par-ci par-là sous notre terrain. Et donc, en effet, il y a des positionnements de bornes qu'on avait prévus initialement qu'on n'a pas pu respecter, parce qu'il y a des parties de notre terrain dans lesquelles on ne peut pas creuser je crois que c'est moins de 50 cm, à plus de 50 cm. Et donc, on a dû faire quelques réaménagements. Après, la mobilité électrique lourde, c'est aussi des sujets en réalité de stationnement. C'est que on a des stationnements qui sont un petit peu immobilisés sur nos sites, et donc cet aspect-là est aussi très coûteux. C'est pas forcément des coûts directs, mais le fait d'avoir des véhicules immobilisés sur nos parkings, c'est un réel sujet. Mais après, voilà, on a fait des petits réaménagements, mais globalement, on n'a pas drastiquement changé notre site. Et donc concrètement, aujourd'hui, on est à peu près 3 ans après le début du projet. Il y a encore des choses qui doivent être aménagées, qui doivent être ajustées. Vous êtes plutôt opérationnel et content du fonctionnement ? On est opérationnel. Il reste toujours des sujets, on va dire, divers et variés, mais globalement, on charge toujours dans un hôtel. Ça, aussi fou que ça puisse paraître, mais sur le premier démarrage du Vous rechargez dans un hôtel ? Oui. D'accord. Le premier démarrage qu'on a fait, c'est parce que en réalité, comme il y a des sujets d'autonomie, on est obligé de trouver des solutions de charge exactement à l'endroit où on a besoin qu'ils soient. Ça, c'est en route en fonction des trajets que vous faites. Hein. C'est exactement. Et donc, en gros, notre premier porteur électrique en Ile-de-France, on charge dans un hôtel Ibis à Gonesse. Et naturellement, en tant que chef d'entreprise, c'est pas forcément rassurant d'aller charger dans des lieux qui partagent des professionnels et des particuliers, parce que ça peut amener toutes sortes de difficultés. Et donc là-dessus, on a encore, il y a de beaux projets qui sont en cours, mais c'est vrai qu'on attend des ouvertures de stations de charge, notamment nous en Ile-de-France, pour réétudier quelques projets et aller charger dans des stations de charge qui sont dédiées aux poids lourds et dédiées aux professionnels. Donc ça veut dire que vous avez finalement accepté de partir dans le défi de l'électrique, tout en sachant que vous n'aviez pas finalement toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir mener à bien vos tournées, vos trajets. C'est ça. Après, j'ai la chance aussi d'avoir des conducteurs qui sont ingénieux et qui sont aussi enthousiastes à l'idée de trouver des solutions. Mais il y a des emplacements, des lieux de charge qu'on a trouvés grâce à l'initiative de conducteurs. Aussi, enfin, ça peut paraître étonnant, mais des partenariats que j'ai aujourd'hui au niveau de la charge en extérieur ont été générés par des conducteurs qui sont allés charger dans des emplacements auxquels on n'avait pas forcément pensé. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça, Brune Letier, qu'on est obligé d'aller charger dans un hôtel, par exemple, ou que les transporteurs, les conducteurs arrivent à trouver par eux-mêmes finalement des solutions audacieuses, voilà, on va les appeler comme ça. Ça vous semble normal que tout ne soit pas encore prêt pour pouvoir permettre au métier du transport finalement d'être 100% on va dire serein quand ils font appel à l'électrique ? Oui, ça me paraît pas étonnant en tout cas. Si on fait un petit comparatif avec les bornes de recharge pour les véhicules légers, sachant que la mobilité électrique légère s'est développée bien avant même la mobilité lourde.
On a à peu près 180 000 points de recharge ouverts au public pour les véhicules légers en 10 ans de temps et 53 000 stations. Donc c'est des chiffres conséquents, mais on est à 20% du parc qui s'électrifie en véhicules légers contre 1,9% en véhicules lourds. En revanche, ce qui est impressionnant sur le véhicule lourd, c'est la rapidité d'adaptation, notamment des véhicules, etc. À savoir que sur la mobilité électrique au sens large, on est sur 15 ans de vrai développement et on a déjà des avancées folles sur la technologie, déjà des belles prouesses, etc. Si on compare avec les technologies classiques thermiques, ça fait depuis plus de 100 ans qu'il y avait du thermique en circulation et il y a eu plein d'évolutions. Le thermique a beaucoup évolué, mais sur du beaucoup plus long terme. Donc on a aussi cette prouesse technologique qui fait que les stations se développent. Là, je vous ai dit 199 stations en moins de 5 ans. C'est très impressionnant. Et en plus de ça, il y a une entraide entre les acteurs qui fait que, là je vous parlais de stations ouvertes au public, mais les transporteurs, la plupart des transporteurs mettent des stations dans leurs dépôts parce que coût maîtrisé, etc. Donc c'est votre cas par exemple ? Oui. Et là on voit de plus en plus de transporteurs qui n'ont pas forcément leur camion au dépôt la journée et qui se disent « Ah mais tiens, mais si j'ouvrais ma station privée de recharge aux autres transporteurs qui passeraient par là pour se recharger ». Et du coup, ça permettrait de densifier le maillage. Le maillage des stations ouvertes au public serait renforcé par des stations qui à la base étaient privées et qui finalement seraient ouvertes. Et ça, vous y pensez ? Par exemple, dans le groupe Bioré ? On y pense. On a rejoint l'actionnariat de Alfia, qui regroupe plusieurs transporteurs pour avoir des réflexions communes sur la mobilité électrique et le sujet d'ouverture de stations sur un réseau, on va dire, restreint, fait partie de nos réflexions. Ouais. Donc ça peut être aussi une solution pour permettre de mailler un peu plus. Pour revenir sur le projet d'une manière plus générale, comment est-ce que vous avez trouvé finalement un accompagnement autour de vous avec les partenaires qui vous entourent, que ce soit les constructeurs, mais aussi tous ceux qui proposent finalement le système de recharge. Comment est-ce que vous avez été mis en relation ? Quel a été le maillage et comment s'est-il opéré ? Globalement, nous, pas forcément seulement sur la mobilité électrique, mais dans nos décisions, on va dire, dans toutes nos décisions, on écoute énormément nos différents partenaires. Là, en l'occurrence, Volvo, où ça reste une technologie nouvelle et donc le constructeur, à mon sens, a le plus de connaissances pour qu'on puisse exploiter le véhicule dans toutes ses capacités. Et donc c'est Volvo qui nous a mis en contact avec Autorecharge initialement et qui aujourd'hui nous accompagne encore 2 ans et demi après, quoi. Concrètement, oui, donc presque 3 ans après le début du projet, qu'est-ce que ça a rapporté pour l'entreprise ? Comment vous pourriez le quantifier ? Aujourd'hui, ça nous a apporté déjà, comme je le disais, vis-à-vis des attentes qu'on avait de nos clients et de nos partenaires financiers sur une image, on va dire une image de marque. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, sans grande prétention, que nos clients pensent à nous dès qu'ils ont des projets de mobilité électrique ou de liaison électrique, dans le sens où même pour nous, comme je disais, c'est des projets importants et donc on peut pas se tromper. Et c'est le même cas pour nos clients où ils ont besoin d'un partenaire en qui ils puissent avoir confiance et qui maîtrise déjà le sujet. Et c'est là où nous on remercie énormément DHL Express, c'est qu'au démarrage du projet, nous c'était aussi également nouveau pour nous. Maintenant, notre image de référence sur la mobilité électrique lourde dans le métier de l'attraction, je pense qu'elle est présente et donc ça favorise notre image de marque.
ça a aussi une valeur vis-à-vis de notre marque employeur. C'est-à-dire que déjà les conducteurs pour lesquels on confie les véhicules électriques sont relativement satisfaits. Et c'est aussi ce qu'on essaye de leur montrer, mais c'est une marque de confiance. Naturellement, un véhicule qui coûte 3 fois plus cher avec des sujets type assurance qu'on peut avoir aujourd'hui et que tous les transporteurs ont, ça a une vraie importance. C'est-à-dire que nous, les conducteurs pour lesquels on confie des véhicules électriques sont des conducteurs ou des conductrices qu'on reconnaît comme des conducteurs des références chez nous. Et donc ça favorise à mon sens aussi notre marque employeur et le fait qu'on reste pas statique sur des sujets de transition énergétique ou des biocarburants qu'il peut y avoir sur le marché. Nous, on prend des vraies décisions. Est-ce que vous auriez fait des choses différemment à bien y réfléchir? Chose qu'on ferait réellement différemment, c'est d'intégrer 10 tracteurs électriques en exploitation en même temps. C'est très très dur, comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Et donc, si j'ai aussi un conseil à donner sur des gros déploiements électriques, potentiellement les faire en séquencé, donc pas forcément tous en même temps. Parce que naturellement, il peut y avoir forcément des petites difficultés, que ce soit liées au véhicule ou liées aux bornes de recharge. Et donc, quand vous faites une grosse commande, tous les problèmes sont démultipliés. Donc, ça peut être très compliqué. Et notamment sur la question des subventions, ça a été un travail assez conséquent de votre côté. Est-ce que là aussi, vous auriez finalement des conseils à donner là-dessus ? Si j'ai des conseils à donner là-dessus, je me répète, mais encore de bien se faire accompagner. Parce que plus l'expérience qu'on a eue sur les appels à projets, plus un rapport est clair et moins il y a d'aller-retour sur de renvoyer des documents, etc. Et ça peut retarder aussi le versement des aides. Nous, globalement, on a reçu les dernières aides il y a 2 mois à peine. Et donc, ça demande quand même beaucoup d'efforts financiers sur des structures qui sont pas forcément capables de tenir 2 ans sans ces fonds-là et qui ont établi tous leurs projets avec ces subventions-là. Attendre 2 ans, c'est pas forcément faisable pour toutes les structures. Donc c'est important d'avoir un rapport qui soit le plus clair possible et de télécharger. Après, la plateforme Agir, moi personnellement, je la trouve très bien pensée. Après, c'est plus la charge, le volume d'informations qu'il faut y télécharger dedans, mais après, la plateforme en elle-même est quand même relativement bien pensée. Quand vous entendez Victor Bioret témoigner de ce projet électromobilité au sein du groupe, 10 camions en un mois, 10 camions électriques en un mois, tout ce que ça a impliqué aussi, ça vous semble être finalement assez porteur comme message ou au contraire, est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Non, ça me semble porteur. Après, bien sûr qu'il y a toujours des choses à faire. La transition électrique du transport de marchandises, elle se fera uniquement avec les transporteurs. Donc nous, c'est un des principaux sujets de notre travail à l'AVER, c'est d'essayer de comprendre les problématiques des transporteurs pour essayer de jouer au mieux avec leurs contraintes et d'essayer de lever les freins qu'ils peuvent avoir, parce que si les transporteurs ne souhaitent pas acheter de camions, ils n'achèteront pas de camions électriques. Donc notre but premier, c'est quand même la transition et de faire baisser les émissions du transport routier de marchandises, et seuls les transporteurs peuvent le faire. Donc en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à lever leurs freins, à rendre la transition la plus facile possible, notamment ce que vous venez de dire, 2 ans de fonds immobilisés, ça demande une trésorerie que beaucoup de transporteurs n'ont pas. Donc c'est tous des sujets que quotidiennement on adresse et sur lesquels on travaille. Pour essayer d'emporter avec nous le plus de transporteurs possible et le plus de chargeurs également, parce que le rôle des chargeurs dans cette transition n'est pas à négliger. C'est eux qui commandent
les camions qui les remplissent. Donc si eux sont en demande de véhicules décarbonés et que leur demande s'accompagne aussi d'un effort financier, la transition ne sera que accélérée et plus facile, plus smooth avec eux que sans eux. Est-ce que vous avez d'autres projets en matière d'électromobilité au groupe Bioré à venir ? On est en réflexion pour... tous nos sites sont équipés de bornes de recharge, sauf notre site nantais. Et donc, globalement, on attendait, malgré tout, on est spécialisé dans la traction régulière et donc sur des axes parisiens. Et donc, notre société nantaise est spécialisée sur l'axe Nantes-Paris. Et donc, malheureusement, là, les contraintes d'autonomie sont de vrais sujet. Actuellement, sur les nouvelles générations, ça va nous permettre de réfléchir différemment. Et donc, notre futur projet, c'est d'installer en 2026 une station de charge sur notre site de TBR à Nantes, qui nous permettra de réaliser des allers-retours entre Nantes et Paris en électrique. Voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet épisode de Regard sur le transport. Je vous invite à écouter les autres épisodes de Regard sur le transport si celui-ci vous a plu. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube de Volvo Trucks France. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci à vous. Merci.